Donc, on démarre avec Emmanuelle Barbara. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Avocate, spécialiste du droit du travail. Et alors, vous avez écrit la Gazette des juristes. C'est comment s'appelle la publication? Enfin bref, dans une publication. Le Club des juristes, voilà. Un papier qui m'a beaucoup intéressé autour du nouvel univers du travail. Alors, vous l'avez dit comme ça, en incise, pendant qu'on s'asseyait tous les deux, il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants. Absolument. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants, Emmanuelle? Parce qu'il ne faudrait pas que sur une fausse approche consistant à caractériser hâtivement, faussement, de manière générale, l'idée que derrière un travailleur indépendant se cache nécessairement un salarié dévoyé. C'est cette proposition-là qui me dérange. Alors ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais fondamentalement, on a l'espace pour envisager son activité professionnelle sous des modes radicalement différents et on n'est pas salarié comme on est travailleur indépendant. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut commencer... Non, c'est tout, attendez. On a encore 10 bonnes minutes à discuter. Est-ce qu'on peut envisager quand même, il y a une grande dichotomie, et on en parlait hier avec Vincent Huguet, il y a en gros tout l'univers des consultants, je pense qu'il doit y en avoir dans les cabinets d'avocats, l'ensemble de ceux qui s'occupent du design, dans les services digitaux, les codeurs, etc. Et tout, qui sont sans doute indépendants par choix, ok. Et puis il y a le monde des plateformes. Et là, j'ai beau moi-même défendre ce modèle, m'y intéresser de très très près, je suis obligé de reconnaître quand même que l'appellation salarié dévoyé ne manque pas de bon sens. Alors là, c'est pas 10 minutes qu'il nous faut. C'est davantage. Alors, mais allons-y, on va essayer d'en faire 15 alors. Non, mais schématiquement, c'est une manière qui consiste à se représenter le travail, d'ailleurs avec une forme de condescendance, c'est-à-dire chez Malte, l'économie du savoir, des gens qui savent vraiment. Alors eux, vous voyez, ils ont la maîtrise de leur avenir et eux, ils savent décider qu'ils seront indépendants, nonobstant tous les inconvénients qui s'attachent également à ce statut, dans le fond, d'indépendant, mais eux, c'est pas grave. Mais oui, Emmanuel, c'est vrai, parce qu'ils ont la connaissance et la demande surtout. Il règne sur la demande. Mais ce choix-là, fondamental, il existe aussi ailleurs. Il n'est pas nécessairement celui d'être moins qualifié. En fait, c'est le rapport entre travail moins qualifié ou non qualifié et statut. Et là, pour cela, il y a une sorte d'approche, enfin, on voudrait céder à l'idée que, dans le fond, ils ne savent tellement pas ce qu'ils veulent, ces pauvres gens, qu'on va leur dire. Eh bien, vous savez, cette espèce d'approche, et moi, c'est un problème de psychologie comportementale, c'est cette idée qu'on voit le monde en bicolore. Donc, le travail indépendant subi, il existe, nonobstant son statut, j'allais dire, sa catégorie socio-professionnelle, si je puis me permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas lié nécessairement à quel est ton diplôme, et je te dirais si tu peux être travailleur indépendant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Attendez, restons, mettez de côté le deuxième point, restons sur ce premier point. Je ne suis pas convaincu. Pas du tout. C'est-à-dire, vous comprenez bien qu'à un moment, celui qui est effectivement surdiplômé se rend compte qu'il peut beaucoup mieux se valoriser, lui, ce qu'il est, sa propre marque, en faisant jouer l'offre et la demande, parce qu'il est très demandé. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est sous-diplômé, Emmanuel. Alors écoutez, si on va par là, celui qui est sous-diplômé, comme vous dites d'abord, est-ce qu'il est nécessairement embauché? Parce que quand même, les plateformes, c'est une sorte de réponse aussi à la non-discrimination à l'embauche. Sauf erreur, on tient sans fin, sans fond des forums pour s'interroger sur la manière de ne pas discriminer. C'est quand même un point en passant. Oui, mais très important, pas en passant, très important. Je crois. Le deuxième point que je trouve... Mais si c'est le deuxième point, dans cette même question, j'insiste, je reste sur la même question, je ne vais pas ailleurs. Vas-y. Le deuxième point, c'est que vous êtes en train de partir du principe que, dans le fond, être un salarié et être un indépendant dans les sphères des jobs moins qualifiés, c'est pareil. C'est là le problème. C'est pas pareil. Vous connaissez beaucoup de salariés qui décident de quand est-ce qu'ils vont bosser, s'ils y vont aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, ou chez le concurrent, ou en même temps, ou on verra. Vous en connaissez beaucoup. Moi, je ne connais pas de contrat de travail dans lequel, dans le fond, le fait déclencheur appartient aux salariés. Vous imaginez, ce matin, je suis libre, je vais chez Peugeot, et cet après-midi, j'ai un peu de temps, je vais aller chez Renault pour voir. Emmanuel, ça n'existe pas. Mais ça compte beaucoup parce que, vous savez, aujourd'hui, mettre des gens dans des cases avec des plannings dans lesquels vous les intégrez dans une routine, ça fatigue tout le monde, y compris ceux-là. Pourquoi est-ce que ça serait l'apanage des gens Ça n'existe pas tant que ça, même chez les travailleurs des plateformes. Globalement, ils doivent aller bosser. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils doivent aller bosser, je veux dire. Un fait, si vous voulez
arracher un SMIC, net, hein, on va dire, net, voilà, en livrant pour Uber et pour Deliveroo, il faut travailler 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Point à la ligne. Voilà. Ça, c'est un fait. Après, on en fait. Vous avez raison en ce qu'on peut décider à un moment de lever le pied parce qu'on n'a pas forcément besoin à ce moment-là. Mais c'est quand même une petite illusion de liberté. Oui, mais ça, c'est encore une fois une approche. Je suis désolée, il y a quand même nombreux sont les rapports, les analyses, etc., qui sont faites sur cette population-là. Je mets de côté les VTC, ce qu'on appelle les VTC, parce que eux, c'est une profession. Oui, mais c'est une profession réglementée qui a fait l'objet justement d'une jurisprudence fracassante. Mais eux, ils sont réglementés et eux. Ça marche, si je puis dire. Très bien. Mais les livreurs, je suis d'accord que c'est effectivement le premier job où il suffit de pédaler et ou tenir une moto. Et donc, on peut se dire que ça n'exige pas... Enfin, il n'y a pas les mêmes exigences attachées. Mais il n'empêche que ce mode opératoire est un mode opératoire qui convient largement. Enfin, je veux dire, qui convient largement. Ils tiennent à cette liberté-là et ils le disent. Et ce sont les livreurs. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord, il faut peut-être... Je ne sais pas si c'est vraiment 50 heures par semaine, parce qu'on aime bien forcer le trait. Eh bien, s'il faut commencer par 50 heures par semaine. Je vous l'assure, faites-moi confiance là-dessus, Emmanuel. Faire autre chose, personne ne fait carrière chez les livreurs, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore des gens qui vont avoir 15 ans de maison, vous voyez, à pédaler sur ce vélo. C'est vraiment une sorte de tremplin. Il faut le voir aussi comme une chance donnée, en quelque sorte, déjà de se confronter à une activité professionnelle, temps 1, 2, d'en tirer un revenu, et temps 3, d'avoir une idée, de projeter cette fameuse formation à laquelle les plateformes que vous citez sont attachées et qui font en sorte de mettre le pied à l'étrier. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut renvoyer les gens? C'est une sorte d'assignation. Moi, je me révolte contre l'idée d'une assignation. D'accord, c'est pas Noël, mais ça n'est pas nécessairement Germinal, et on est passé par Germinal. Non, et puis surtout la merveille que nous avons dans l'univers salarié. Le point très très important que vous citiez, c'est ces gars-là n'auraient peut-être été pris nulle part comme salariés, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas le bon nom, parce que tout un tas de choses qu'on connaît par cœur. Il ne faut pas abuser de cette figure-là, c'est déplaisant également. Mais ça existe aussi. Tout à fait. Et c'est un camailleux de tout ça. Et on ne peut pas être en permanence en train de se dire, mais si j'avais pu, j'aurais été embauché. Et puis c'est quoi la concurrence? Non seulement la concurrence, c'est peut-être le travail dit au noir, comme on disait dans le temps, mais la concurrence, c'est le fait d'être embauché. Mais est-ce que j'aurais été embauché dans le fameux CDI 9h-5h? Mais de qui on parle? De quoi on parle? Il y a moins d'un tiers de CDI 9h-5h, et c'est certainement pas ces gens-là qui l'emploient. Non, et en plus, il y a un point, alors parce que vraiment, je connais bien le truc, en termes de pénibilité, voilà, non mais en termes de pénibilité, il y a un truc, mais qui me fascine, c'est, il pleut, il commence à pleuvoir et il fait froid, et à un moment, les plateformes vont commencer à monter les prix parce qu'elles ont besoin des livreurs, parce que les mecs sont rentrés, et parce que tout à coup, vous retrouvez là un élément entre le travail, l'offre, etc., qui est parfaitement sain. Voilà. Et vous avez peut-être remarqué pour qui, parce que moi je veux bien qu'on pleure avec compassion sur le sort de ces gens-là, mais sauf erreur, les consommateurs que nous sommes, le reste du temps, on est derrière le clavier pour se dire tiens, on se ferait bien un Deliveroo, comme dit la pub. Donc vous avez remarqué que quand il pleut précisément, on vous dit sur la plateforme, celle-ci ou toutes les autres, de dire désolé, nous n'avons pas de livreurs aux alentours. Et ben voilà. Y a pas, ils seraient salariés, on ferait quoi? On leur mettrait un parapluie? Bien sûr, ils seraient obligés d'y aller et au même tarif. Comment dirais-je? Oui, voilà. C'est ça qui est merveilleux. C'est pas beau la vie, comme ça au moins j'ai un bon contrat de travail, il flotte, etc. T'es sur ton vélo. Je vois pas ce que ça change fondamentalement. C'est pour ça que... Ça change dans les coins, mais encore une fois, personne ne fait carrière chez les livreurs. Et si ça peut leur donner, ne serait-ce qu'à 10% d'entre eux, la chance d'avoir une idée, parce que c'est pas comme s'ils étaient dénués d'idées, c'est cette idée encore selon laquelle pas de diplôme, pas d'idée, c'est insupportable. Eh bien, s'il y en a 10% qui ont une idée de faire un truc, etc., une analyse, de se trouver un réseau, sinon ils n'ont pas de réseau, enfin, de se trouver des gens, des connaissances, eh bien, c'est quand même mieux que pas. Et puis alors, dernier point, c'est licite, c'est-à-dire c'est écrit dans la loi. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, les émotions, je veux dire. On en est où là? On en est où? C'est-à-dire la Cour de cassation? Là on parle effectivement du statut juridique, parce que comme dit la loi en général et comme le disent les conventions internationales que nous avons signées, c'est le juge, en l'espèce du travail, mais tous les autres, puisqu'ils sont tous mobilisés en fait sur cette affaire, mais c'est le juge qui a le pouvoir de qualifier la relation juridique dont on dirait qu'elle ne serait pas salariée, par exemple. Donc, en d'autres termes, un contrat quelconque, passant par le tamis, si je puis dire, d'une analyse de faisceau d'indices, peut être, comme on dit, requalifié en contrat de travail. Donc, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas retirer au juge. C'est impossible. Aucune loi de la planète ne peut le faire. Bien. Donc, ça veut dire que le juge, à quoi il se livre? Il se livre à ce qu'on appelle une casuistique, pardon, ça fait très pédant, mais disons une analyse concrète du dossier Dupont vis-à-vis de la plateforme X,
D'accord ? Et en regardant la relation Dupont-Plateforme X, il va considérer que parce qu'il s'est passé tel et tel événement, parce qu'il y a telle et telle suggestion qui caractérise ce qu'on appelle le lien de subordination qui fait le contrat de travail, c'est-à-dire les fameux directives, contrôle, sanctions, le triptyque. Et s'il considère, le juge, qu'on trouve des éléments de cette nature dans cette relation-là, que par surcroît, mis bout à bout et ensemble, et en fonction de son regard, et ça je suis désolé de le dire, c'est peut-être un scoop, mais c'est un regard subjectif, il est subjectif, eh bien, dans cette pesée, il en résulte ou pas la requalification. Et c'est au cas par cas. Et c'est au cas par cas. Donc, il n'y a pas une jurisprudence qui s'installe à un moment ? Ça n'existe pas. La requalification est un exercice contractuel qui concerne la relation que M. Soumier entretient avec l'entreprise. Et ce n'est pas parce que M. Soumier aurait été requalifié que du coup, tous ses collègues, et mieux que ça, tous les concurrents du dit collègue, par rapport à une autre boîte du même genre, seraient dans la même situation. C'est tellement vrai que pour les taxis, par exemple, on a de temps en temps une requalification lorsque un taxi se présente pour une plateforme bien connue. Et même quand c'est au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation, en fait, surveille, en d'autres termes, que l'analyse du faisceau d'indices a été faite. Et quand la Cour de cassation dit, pour l'affaire du 4 mars 2020, donc vraiment tout le monde a entendu parler, concernant Uber, et c'était très important parce que Uber, à lui tout seul, représente toutes les plateformes, y compris Malte, etc., pour un peu. Oui, tout à fait. Donc Uber, en tant que tel, s'est vu requalifié dans sa relation avec M. P, qui était le salarié putatif, qui s'est fait requalifier. Parce que c'était cette relation, ce contrat à cette époque, parce qu'il s'est passé tel et tel événement dans sa vie. Mais ça ne s'étend pas. Je crois que c'était en l'occurrence un VTC, c'est ça. Absolument. Uber, c'est un VTC. Oui, mais on ne peut pas. Uber, après, on en tire généralement l'idée, parce que c'est un raccourci qui nous saisit tous, juristes compris, de dire il y a la jurisprudence Uber. Donc, quand on va se présenter au tribunal dans ce genre d'audience, on va dire vous connaissez la jurisprudence de la Cour de cassation. Ceci est un contrat de travail. Peut-être, ça dépend des jours, etc. Mais il y a bien un endroit sur lequel c'est une casuistique, c'est celui-là, et c'est pour ça que, dans le fond, les contempteurs et les enthousiastes, on n'arrivera pas à les mettre d'accord. Parce que moi qui suis plutôt, sinon enthousiaste, du moins, je me dis, c'est chouette, il se passe quelque chose au moins. Et ça oblige à repenser notre système. Si vous, Emmanuel, vous n'êtes pas enthousiaste, les enthousiastes sont très, très enthousiastes. Alors, c'est ça. Un mot, attends, Emmanuel, un mot. Est-ce que, il se trouve que Bruno Mettling, l'ancien DRH d'Orange, qui a écrit un rapport très complet, alors c'est plus qu'un rapport d'ailleurs, puisque ça a vertu à devenir texte de loi, autour de l'organisation, la représentation sociale de l'ensemble de ces indépendants, notamment ceux des plateformes. De la mobilité, enfin des plateformes de mobilité. Des plateformes de mobilité, vous avez raison. En plus, on commence déjà à saucissonner à la française, c'est-à-dire là, on parle de la mobilité. La question d'un tiers statut, comme en Grande-Bretagne, lui y est furieusement hostile, parce qu'il dit en gros, toutes les entreprises vont s'engouffrer dans ce tiers statut. Qu'est-ce que vous dites, vous, Emmanuel ? Tout pareil. Alors là, je suis totalement d'accord avec Bruno. Je veux dire, c'est impossible. En plus, c'est pas dans notre tradition. C'est pas dans notre tradition juridique. Les Anglais, ils ont cette histoire de worker, qui est le statut entre les independent employees. Ce statut, ils l'ont depuis très longtemps. Et figurez-vous qu'en 2017, de mémoire, un rapport a été fait sur le thème est-ce qu'il faut conserver le worker en Angleterre. Et donc, Sir, je ne sais plus qui, Parker, je crois, avait écrit tout un rapport très très long pour expliquer les heurts et malheurs de ce tiers statut, parce qu'il y a deux frontières. Et que deux frontières, c'est-à-dire que nous, on en a une seule, c'est-à-dire entre indépendants et pas indépendants, c'est-à-dire salariés, eux, ils en ont deux. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à trouver, dans le fond, à quel moment ça bascule. En fait, il n'y a rien de scientifique. Vous savez quoi ? C'est une question de regard. Et moi, je crois fondamentalement que c'est une question sociologique, c'est-à-dire, plus que sociologique, c'est une question de regard sur le citoyen que vous êtes en tant que travailleur. C'est-à-dire, en France, dans les pays occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à bâtir de manière très efficace un monde économique efficace et dont le véhicule adéquat était le contrat de travail, pour tous. Même si le contrat de travail n'a pas tout à fait le même sens partout. Passons. Donc le contrat de travail, ça marche. Pourquoi ? Usine, top-down, impeccable, ça roule tout droit. On reste stable, 37 ans et demi, du temps béni où on avait la retraite à l'issue de ce truc-là. Et on est royal et on sort de là avec canne à pêche et médaille du travail. Magnifique. Ça fait un moment que tout ceci est quelque peu perturbé. Maintenant, c'est clair.
Et probablement que l'affaire sanitaire nous a fait prendre conscience que définitivement nous sommes dans un monde instable et que de tout l'enjeu qu'on a, au-delà de gagner sa vie, pour prendre un terme générique, c'est comment être un vrai citoyen, les uns les autres, peu important dans le fond le statut dans lequel on est. Ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir accès aux mêmes possibilités de construire sa vie. Et ça, j'y crois fermement. Pour le moment, le monde a été fait pour les salariés, le CDIste, pardon. Tout à fait. Parce que l'autre, déjà, il rame, l'atypique. Mais en tout cas, le travailleur indépendant, hormis les notables, avocats et autres, c'est pas fait pour. Ce que vous nous dites, Emmanuel, c'est qu'il faut plutôt que de pourchasser l'indépendant, il faut aller organiser les bouts de monde. Et on pense évidemment au crédit bancaire, par exemple. C'est ça, voilà. Et le logement, l'accès au logement. L'accès au logement, les bouts de monde qui ne sont pas encore organisés pour ce travail. Absolument, et ça va venir. On va y arriver, mais voilà, pour le moment, il faut courber les chines et surtout s'interroger. Le dernier point qui me fascine dans cette histoire dite des plateformes, c'est que en miroir des plateformes dans l'univers du monde du travail rodé autour de la figure du CDI, on a vu maintenant surgir dans le monde de l'univers salarié relativement tranquille, si je puis dire, le fameux télétravail, qui est aussi disruptif en termes d'impact qu'est la plateforme au monde indépendant. On en reparlera alors. Je reviendrai pour le télétravail. Emmanuel Barbara était notre invité sur Bismart.